Bonjour les troisièmes. Bien, nous reprenons notre travail sur le texte de Victor Hugo que nous avons commencé lundi. Vous avez mardi travaillé en autonomie et vous avez fait votre travail sur votre cahier. Vous avez d'abord fait une petite recherche biographique sur Victor Hugo. Alors vous avez Victor Hugo est sans doute l'écrivain le plus français, le plus connu dans le monde. Et vous avez fait apparaître sur votre recherche biographique son rôle politique. Victor Hugo a été un grand poète, il est connu pour ses poèmes. Vous en avez peut-être étudié l'année dernière, Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Victor Hugo est connu pour ses pièces de théâtre. C'est un dramaturge célèbre. Victor Hugo est connu pour ses romans, Les Misérables bien sûr, et puis un plus court récit comme Claude Gueux que vous avez lu et que vous avez cité dans votre petite biographie. Et puis Victor Hugo est connu également pour son rôle politique. Victor Hugo s'est engagé politiquement dans la société du 19e siècle, dans la société de son époque. Il a même été élu à l'Assemblée nationale et il s'est engagé fortement dans la société, notamment sur deux sujets importants. Sur le travail des enfants. Alors au 19e siècle, les enfants ne vont pas à l'école. Je parle là des enfants des milieux défavorisés et des milieux les plus pauvres. Les enfants ne vont pas à l'école, ils travaillent parce qu'à la maison on ne peut pas subvenir à leurs besoins. Ils travaillent parfois dès l'âge de 5 ou 6 ans, notamment dans des usines et des usines de textiles. Et Victor Hugo s'est beaucoup engagé sur ce sujet-là, essayant avec beaucoup de force d'imposer l'école pour les enfants, seule façon de les sortir de leur misère. Et puis un autre sujet important pour lui, c'est celui de la peine de mort que nous sommes en train de voir. Donc voilà deux sujets importants pour Victor Hugo en tant qu'homme politique. Je vous avais demandé aussi également de relire le texte de Victor Hugo et dans chacun des 3 paragraphes, de souligner en rouge les arguments des partisans de la peine de mort et en vert les arguments des opposants à la peine de mort. Et donc de faire apparaître sur votre texte que Victor Hugo prend en compte la thèse adverse dans chaque argument, qu'il donne la parole à son adversaire et qu'il organise une espèce de dialogue avec son adversaire, lui donnant la parole et y répondant à chaque fois. On avait expliqué la dernière fois, et j'y reviens, c'est quelque chose de très important dans un texte argumentatif, puisque la seule façon que l'on a de convaincre quelqu'un, c'est de le prendre en compte. On ne peut pas convaincre quelqu'un si on ne pense pas à ce qu'il va nous dire. En fait, quand on cherche à convaincre quelqu'un, il faut toujours avoir un coup d'avance sur lui. Et donc, connaître à l'avance, avoir réfléchi à l'avance à ses arguments, à ce qu'il va nous dire pour pouvoir y répondre de façon intelligente. Si vous voulez convaincre vous-même vos parents, je ne sais pas moi, de vous laisser partir en vacances avec des camarades au camping, par exemple, il va falloir que vous réfléchissiez à tous les arguments qu'ils pourraient avancer pour dire non, tu n'iras pas en vacances avec tes camarades, y réfléchir de façon très importante. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je me mets à la place de mon père, je me mets à la place de ma mère. Qu'est-ce qu'ils vont me dire et qu'est-ce que je peux y répondre précisément? Donc, Victor Hugo, c'est bien sûr ce qu'il fait parce que c'est un homme très attentif à cela. Dans le premier paragraphe, donc, il avance l'argument des partisans de la peine de mort et il dit que les partisans de la peine de mort disent que si jamais on tue celui qui a tué, eh bien celui qui a tué ne pourra plus jamais tuer. C'est quelque chose d'imparable, effectivement. Je l'ai noté comme cela. Une fois mort, un criminel ne peut plus faire de mal. Mais il répond, d'accord, s'il s'agit effectivement, je suis d'accord, il faut que les gens dangereux soient retirés de notre société. Mais à ce moment-là, il suffit de les mettre en prison et de les condamner à perpétuité. Les criminels peuvent être condamnés à perpétuité.
Alors, dans le premier paragraphe, les partisans de la peine de mort ajoutent un argument. Victor Hugo se moque un petit peu d'eux ici, hein. On peut s'échapper d'une prison, ce n'est pas un argument valable, ce n'est pas un argument solide, hein. Et donc, il leur répond sur un mode de plaisanterie, hein, avec l'idée, l'histoire ici des eaux. Le mot geôlier, je vous avais dit sur Pronote d'utiliser un dictionnaire, hein, parce qu'il y a ici des mots que sans doute vous ne connaissez pas. Donc le mot geôlier est le gardien de la prison, et le mot qui désigne un gardien de prison. Dans le deuxième paragraphe, il faut que la société se venge, que la société punisse. Si quelqu'un a tué, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un a tué, il faut se venger et le tuer. Et Victor Hugo va expliquer que non, ce n'est pas le rôle de la société. Vivre en société, c'est être plus fort que lorsqu'on vit tout seul, mais être aussi plus intelligent, être plus malin, être plus raisonnable, être plus juste. C'est-à-dire, c'est s'améliorer. On doit être meilleur en société que tout seul, sinon la société n'a pas d'intérêt. Et donc, il nous donne cette maxime, hein, la société ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Alors, on a utilisé ici le champ lexical de la religion. Victor Hugo est croyant. Au XIXe siècle, la plupart des gens, hein, sont croyants et d'ailleurs chrétiens, et pour la majorité catholique. Et donc du coup ici il est fait référence à Dieu ici dans ce paragraphe. Je note comme vous l'avez fait, hein, donc argument des partisans de la peine de mort, la société doit répondre au crime par un acte de même nature. D'ailleurs dans la religion il est dit œil pour œil, dent pour dent. Et pour Victor Hugo, non, la société, au contraire, doit permettre le progrès de l'humanité. En condamnant à mort, on interdit tout progrès, parce que si on tue quelqu'un, on ne lui permet pas de s'améliorer. Donc ça, c'est important, hein, cette idée de progrès de l'humanité. La société doit permettre le progrès de l'humanité, c'est-à-dire rendre l'humain meilleur, plus intelligent, plus juste, plus fort. Enfin, dans le dernier paragraphe, c'est également un argument assez utilisé par les partisans de la peine de mort et qui continue à être utilisé dans les pays dans lesquels la peine de mort existe encore. Il faut faire des exemples, il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Ici, cela veut dire, hein, que si jamais un criminel sait qu'il risque d'être tué et que la peine de mort existe, alors il va réfléchir avant de commettre son crime. Il va réfléchir parce qu'il aura peur, épouvanté, hein, il aura peur justement d'être tué à son tour. Cet argument n'est pas valable. Victor Hugo n'a pas de chiffres, puisque au XIXe siècle, la peine de mort existe, hein, et il n'y a pas été essayé autre chose. Mais aujourd'hui, en 2020, nous savons que cet argument n'est pas valable, qu'il n'y a pas plus de crimes dans les pays dans lesquels la peine de mort existe. Au contraire même, il y a plus de crimes pardon, là, je crois que je me suis un peu embrouillée. C'est l'inverse. Il y a plus de crimes dans les pays dans lesquels la peine de mort existe. Il n'y en a pas moins. C'est l'inverse. Il n'y a donc aucun pouvoir de l'exemple. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas un criminel ne va pas penser avant d'agir, avant de faire son crime. Il ne va pas se dire oh attention, il ne faut pas que je fasse ce crime parce qu'il y a la peine de mort. Non, cela ne fonctionne pas, cela ne marche pas. Et c'est ce que répond Victor Hugo sans le savoir. Victor Hugo ne l'a pas testé, mais il en a l'intuition et il dit nous nions qu'il y ait exemple. Hein, nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, édifier c'est-à-dire le faire devenir plus grand, plus raisonnable, plus intelligent. Au contraire, la peine de mort ne le rend pas
ne rend pas l'homme, l'être humain plus fort, plus intelligent, elle le démoralise et même pire, elle enlève l'idée que, elle banalise la mort, elle enlève l'idée que la mort est grave, puisqu'on tue, puisque la société tue, alors la mort est naturelle. Tuer, c'est presque naturel. Donc en fait, Victor Hugo nous dit, c'est le contraire. L'exemple ne marche pas pour empêcher les criminels de tuer, au contraire, il donne envie de tuer. Et en cela, ce n'est qu'une intuition pour Victor Hugo, mais c'est aujourd'hui un argument imparable pour les défenseurs de l'abolition de la peine de mort, parce que effectivement, cela se vérifie. Je le répète, dans les pays dans lesquels la peine de mort est toujours en vigueur, il y a plus de crimes que dans les autres. Et lorsque l'on abolit la peine de mort dans un pays, comme ça a été le cas en France par exemple en 1981, il n'y a pas eu plus de crimes à ce moment-là. Donc je donne là aussi, je réécris ces arguments. La peine de mort est dissuasive. Ça, c'est l'argument des partisans de la peine de mort. Non, dit Victor Hugo. Au contraire, la peine de mort détruit la notion de bien et de mal et banalise la mort et le meurtre, et donc, au contraire, rend le crime plus fréquent. Voilà, donc là nous avons fait ce travail de réécriture des arguments des uns et des autres pour mieux les comprendre. Les arguments de Victor Hugo sont donc à chaque fois une réponse aux arguments des partisans de la peine de mort et ils servent à prouver, ils servent à convaincre le lecteur que sa thèse est valable, intelligente et qu'il faut l'adopter. Si on lit ce qui est en vers dans ce texte, évidemment, il faut abolir la peine de mort. D'accord ? Donc un texte argumentatif utilise des arguments pour prouver, pour convaincre, et bien évidemment, les arguments doivent être intelligents et raisonnés. Maintenant, on peut continuer à regarder la construction du texte. Que remarquez-vous dans sa construction ? À chaque fois, dans chaque paragraphe, comment s'y prend Victor Hugo ? Qui parle en premier ? Qui parle en dernier ? Pourquoi ? Alors, ça aussi, c'est un truc utilisé par ceux qui veulent convaincre. Si on utilise la thèse adverse, on l'utilise toujours en premier. Et notre argument à nous vient en dernier. Pourquoi ? Parce que parler en dernier, c'est avoir plus de poids. Et puis, de la même façon, qu'est-ce que l'on peut dire sur l'ordre des paragraphes ? Eh bien, on va aller du moins important au plus important. C'est très important de ranger nos arguments dans un certain ordre et partir de l'argument le moins important vers l'argument le plus important. C'est toujours la même chose, c'est lorsque je vais me taire, il va rester ce que j'ai dit de plus fort. Et donc, je vais mieux convaincre. Vous reprenez votre leçon et vous ajoutez. Bien évidemment, vous avez utilisé ce que j'ai écrit pour corriger votre travail personnel. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de noter. Et vous ajoutez à votre leçon. Victor Hugo veut parler en dernier pour avoir le dernier mot, mieux se faire entendre et donc mieux convaincre. L'auteur choisit aussi l'ordre de ses arguments pour rendre son argumentation plus efficace. Et on part de l'argument le moins important à l'argument le plus important. Mais toujours moins important, plus important, c'est dans notre tête, qu'est-ce qui va convaincre le plus l'autre ? Qu'est-ce qui est le plus important pour l'autre et le moins important pour l'autre, puisque je veux convaincre. On va regarder ensuite, s'intéresser de plus près au dernier paragraphe. Qu'est-ce que l'on regarde ? Alors on a en vert ici, j'ai mis l'argument de Victor Hugo, l'argument des opposants à la peine de mort. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Il nous parle du carnaval, il nous parle du 5 mars, il nous parle de Saint-Paul, un village.
Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que ça s'appelle dans un texte argumentatif, hein? Lorsque l'on veut convaincre quelqu'un, si un professeur veut bien expliquer, eh bien, il donne souvent des exemples. Eh bien, ici, Victor Hugo s'y prend de la même façon. Il veut convaincre, il veut être le plus clair possible. Il va donc illustrer ses arguments par des exemples. Et on en a ici un que vous soulignez avec des petites vaguelettes, hein, vous le distinguez de l'argument, mais il appartient bien évidemment à Victor Hugo, vous le mettez en vert, vous pouvez par exemple souligner avec des petites vaguelettes. Je vous relis l'exemple. Nous signalerons pourtant un fait entre mille, parce qu'il est le plus récent. Au moment où nous écrivons, il n'a que 10 jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval, à Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus. Un incendiaire, c'est quelqu'un qui a provoqué des incendies et provoqué la mort. Une troupe de masques, alors une troupe de masques ici représente des gens qui font le carnaval et qui se sont travestis, maquillés et ont mis des masques sur leur visage pour faire la fête. Une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Cet exemple prouve ce qu'il vient de dire juste avant, que en fait, une exécution publique, la peine de mort, au lieu de faire peur aux hommes, eh bien, elle ruine leur sensibilité, elle détruit leur sensibilité. Et c'est donc, ils deviennent eux-mêmes plus facilement meurtriers si la société est meurtrière. Et il le montre ici avec cet exemple où on voit des hommes qui viennent danser, des hommes et des femmes, hein, qui viennent danser pendant le carnaval sur la place où il y a eu une exécution. Vous vous souvenez que dans Claude Gueux, hein, il avait été aussi choisi la place publique pour l'exécution de Claude Gueux. C'est quelque chose de très important pour Victor Hugo. Les partisans de la peine de mort veulent faire l'exemple et donc ils mettent les exécutions en public. Et de tout temps, au Moyen-Âge, de tout temps, les exécutions ont lieu en public. Et Victor Hugo affirme que c'est l'inverse et il a bien raison puisque c'est prouvé aujourd'hui par les chiffres, hein. Voilà donc votre leçon sur votre cahier, hein. C'est une première étape dans notre étude de l'argumentation. Vous y ajoutez un exemple concret et précis illustre le dernier argument. Vous avez remarqué que Victor Hugo date son exemple et précise le lieu de son exemple. Un exemple, c'est toujours quelque chose de très précis, de très concret, qui donne une image de ce que l'on vient de dire, qui donne une image de notre argument. Donc voilà votre leçon, elle est au tableau ici, hein. C'est une leçon qui est dans votre cahier. Votre texte est plein de couleurs et a été très utilisé, très travaillé, et votre leçon est en quelque sorte la légende de votre texte. C'est une première étape. Victor Hugo est un maître dans l'argumentation et nous allons, nous, essayer de le copier pour pouvoir travailler. Et donc, sur Pronote, dès la prochaine fois, je vous donnerai un petit texte à rédiger dans lequel vous devrez réutiliser tout ce que nous venons de voir aujourd'hui dans cette leçon, c'est-à-dire la présence des indices de l'énonciation, une forte présence de l'émetteur et du destinataire par des pronoms, par des types de phrases, et puis une organisation du texte parfaite, c'est-à-dire des paragraphes introduits par des connecteurs logiques, d'abord, ensuite, enfin. 3 paragraphes, ça semble quelque chose de bien. Et puis, chaque paragraphe qui va prendre en compte la thèse adverse. Vous dites que, je réponds que, vous dites que, je réponds que, vous dites que, je réponds que. Et puis, un ordre dans ces paragraphes du moins important au plus important. Alors pour aujourd'hui et pour venir conclure un petit peu ce travail, je vous ai mis un exercice que vous avez imprimé, hein, sur Pronote, hein, il est ici, hein.
Donc vous avez imprimé ce texte, c'est ce que je vous ai demandé sur Pronote. Vous faites pause dans la vidéo s'il vous plaît et vous allez remplir les trous avec les propositions qui sont ici. Vous réfléchissez. Ici, il s'agit d'une définition en quelque sorte du texte argumentatif et de la façon dont on doit procéder pour écrire un texte argumentatif et pour convaincre. Donc, vous faites, s'il vous plaît, pause. Vous faites votre exercice que vous collerez ensuite, il s'agit d'une leçon, que vous collerez à la suite dans votre cahier ici. Allez-y, travaillez tout seul. Vous revenez me voir pour la correction. Bien, vous avez fait votre exercice. Nous allons vérifier votre travail. Voici la correction. Je vous lis donc ce texte qui est une leçon et qui est maintenant une espèce de définition et de mode d'emploi du texte argumentatif. Bien évidemment, nous allons ajouter au fur et à mesure de notre séquence d'autres informations à cette leçon, d'autres astuces, d'autres moyens de convaincre. Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo préface 1928, je me suis trompée, c'est bien sûr 1828, je vais le corriger tout de suite. Thème du texte, la peine de mort. Thèse soutenue par Victor Hugo, il faut abolir la peine de mort. Dans un texte argumentatif, un émetteur cherche à défendre une idée, à convaincre un destinataire, à imposer sa thèse. L'émetteur doit impliquer fortement son destinataire en s'adressant à lui, marque de la deuxième personne, phrase interrogative, phrase injonctive, prise en compte de la thèse adverse. Ça, c'est la façon dont l'émetteur peut s'impliquer. Peut impliquer son destinataire, Vous, il lui pose des questions, il lui donne des ordres ou des conseils, il prend en compte sa thèse. L'émetteur développe des arguments qui lui permettent de prouver le bien fondé de sa thèse. Il s'engage pleinement en utilisant la première personne et les phrases exclamatives. On verra dans d'autres textes qu'il s'engage aussi d'autres manières, par exemple en utilisant des figures de style particulières. Donc ça, c'est très important. L'émetteur s'engage. Si je veux convaincre, je dois montrer que c'est important pour moi. Je dois m'engager dans ce que je dis. Nouveau point, des exemples précis et concrets doivent venir illustrer ces arguments. Pour être efficace, un texte argumentatif doit être construit de façon claire et ordonnée. Il se présente sous forme de paragraphes introduits par des connecteurs logiques, d'abord, ensuite, enfin, qui servent à enchaîner et classer les idées. Voilà donc ici la correction. Je vous mets maintenant en conclusion un petit QCM sur Pronote. Bon travail, à la prochaine fois. Au revoir les troisièmes.